Que se passerait-il si les soucoupes volantes n'étaient pas une invention, mais une partie du plan d'Hitler pour attaquer New York? Que se passerait-il si l'Amérique avait développé une soucoupe invisible au radar et si la CIA avait inventé des extraterrestres pour couvrir des expériences militaires secrètes? Pendant 50 ans, le monde a sombré dans la folie des soucoupes volantes. Les gens les ont vus si souvent qu'un Britannique croirait plutôt aux extraterrestres qu'à Dieu. Cependant, comme il s'avère, les soucoupes volantes ne sont pas une fantaisie. Elles ne viennent pas d'autres planètes. Leur patrie est la Terre. Plus précisément, des bases militaires secrètes. L'histoire commence en 1932 à Bucarest, lorsque l'ingénieur aéronautique Henrik Wunda fit une découverte étonnante en créant un aéronef en forme de disque. L'un des premiers témoins de cette expérience fut Radu Manekatid, un étudiant de 20 ans de l'école d'aviation. Il se souvient, la soucoupe a atteint le plafond et était restée en suspension dans l'air. Je ne croyais pas mes yeux. Cela ne pouvait pas être vrai, car j'étais habitué aux principes traditionnels du vol. Le jeune Radu a été témoin de la naissance de la soucoupe volante. Le fonctionnement de l'appareil était basé sur un effet qui a ensuite été nommé effet Kunda. En aspirant l'air vers le bas et le long d'une surface inclinée, il suit cette surface. En aspirant l'air au-dessus de la soucoupe et en lui permettant de s'écouler autour d'elle, Wunda a pu réduire la pression de l'air au-dessus et l'augmenter en dessous, ce qui a conduit à la lévitation de l'appareil. L'idée était simple, mais il fallait y penser. Cependant, peu de temps après, des événements se sont produits qui ont influencé toute l'histoire de la création des disques volants. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé et le monde s'est précipité pour créer de nouvelles armes. L'idée de Kunda est tombée à pic. Le principal concepteur des nazis, Werner von Braun, a dirigé le projet de développement de nouveaux types d'armes dans un quartier général ultra secret à Peenemünde, en Allemagne. Là, il travaillait à la création de nouvelles armes de terreur telles que la fusée V2. C'était la base centrale qui dirigeait tous les projets de l'époque pendant longtemps. Seules quelques personnes savaient qu'à 400 km de Peenemünde, à Prague, les nazis menaient des expériences encore plus secrètes, travaillant à la création d'aéronefs jamais vus auparavant. Au total, il y avait environ 15 prototypes, chacun construit, testé et détruit à tour de rôle. Au centre de ces développements terrifiants se trouvait la société Škoda, où tous les aéronefs pour les SS et les forces aériennes étaient fabriqués. D'ici 1944, Hitler avait commencé à subir des défaites et avait besoin du soutien des Alliés, parmi lesquels se trouvait le dictateur italien Benito Mussolini. Hitler parla à Mussolini de l'incroyable aéronef de nouveau type qui pouvait changer le cours de la guerre, le qualifiant de son arme miracle. En juillet 1944, Hitler invita Mussolini et son principal conseiller militaire, Luigi Ramers, en Allemagne. Plus tard, Ramers fut montré une usine ultra secrète de Škoda, où se déroulaient les développements d'un nouvel aéronef. Aujourd'hui, Luigi Ramers, âgé de 84 ans, vit en Italie. Il a accepté de raconter ce qu'il avait vu ce jour-là. Oui, je l'ai vu. Cela m'a semblé quelque chose d'extraordinaire. Les formes en disque depuis la cabine de pilotage au centre étaient faites en plexiglas. Tout autour, il y avait des moteurs à réaction. Luigi Ramers fut témoin de la première soucoupe volante en série produite par Škoda. Dans la cabine se trouvait l'image d'un pilote qui devait contrôler le disque en position debout. L'un des créateurs de la soucoupe volante, l'ingénieur Andreas Epp, avait inventé une cible volante en forme de disque pour les canons d'artillerie et avait envoyé un modèle au commandement de la Luftwaffe, proposant de l'utiliser pour créer un aéronef piloté. Dans une interview enregistrée avant sa mort en 1997 et jamais diffusée à la télévision auparavant, Eppe partagea ses soupçons selon lesquels son invention avait été volée. À Prague, le travail sur la création de disques volants se poursuivait et, selon les rumeurs, certains succès avaient été atteints. Ed, en colère que ses idées aient été appropriées, décida de visiter le terrain d'essai pour découvrir ce qui se passait. Il emporta avec lui un appareil photo. Soudain,
un disque volant, sans aile, apparut dans le ciel. Ed réussit à prendre une photo et alors qu'il traduisait le cadre, l'appareil se retrouva juste au-dessus de sa tête. S'assurant que cette machine avait été construite selon ses plans, il prit une deuxième photo. À ce moment-là, il fut envahi par l'indignation à l'idée que ses créations avaient été volées. Bien qu'il récupère plus tard son statut d'inventeur, les discolettes restaient pour l'instant entre les mains des nazis. La soucoupe volante allemande, comme il s'est avéré, volait plutôt bien. Son principe de base était l'effet Coanda, qui créait une zone de basse pression au-dessus du vaisseau, le tirant littéralement vers le haut. De plus, elle combinait d'autres technologies de pointe, telles qu'un schéma d'hélicoptère et un moteur à réaction. Cette machine était rapide, polyvalente et pouvait transporter une charge significative de bombes. Cependant, probablement la qualité la plus précieuse de cet appareil pour un pays ayant perdu de nombreuses pistes d'atterrissage en raison des bombardements des Alliés était le décollage vertical. Les disques décollaient selon le principe de l'hélicoptère, ayant des pales rotatives situées sous le fuselage de l'appareil, qui était entraîné par les mêmes moteurs à réaction qui le propulsaient en avant. Il était prévu d'utiliser ces appareils pour des frappes aériennes. Tout ce qui était construit à cette époque était destiné à la destruction. Les disques devaient résister aux forces alliées lors de la dernière bataille pour le Troisième Reich. Selon Luigi Ramers, Hitler, dans un désespoir total, prévoyait d'utiliser son arme secrète pour une attaque dévastatrice sur New York. Un jour, il a déclaré « Que Dieu me pardonne pour les 5 dernières minutes de la guerre ». Il voulait libérer sur le monde cette arme monstrueuse qu'il avait construite. Mais, bien sûr, ses plans n'étaient pas destinés à se réaliser. Pendant ce temps, l'armée rouge assiégeait Prague. L'ordre allemand menait des combats dans les rues de la ville, tandis que les scientifiques de l'usine Škoda tentaient de détruire les preuves de leur travail. Dans la précipitation, ils ont fait exploser l'aérodrome avec les disques volants et d'autres équipements. Les appareils ont été sortis des hangars, chargés d'explosifs et détruits. Les disques brûlaient sous les yeux de tous. À ce moment-là, un témoin a remarqué 9 objets volant dans le ciel à des vitesses incroyables. Il a comparé leur manière de se déplacer à celle des disques sautant sur l'eau. Cette étrange comparaison s'est ancrée et ils ont commencé à être appelés disques volants. Ce moment a marqué le début de l'ère des disques volants, suscitant un intérêt sans précédent du public, qui était en réalité né de la paranoïa. Le renseignement de l'armée de l'air était préoccupé par l'idée que cela pouvait être des avions espions soviétiques. La guerre froide commençait. À Rostock et à l'ouest, des démonstrations publiques de force étaient organisées, exhibant les derniers modèles d'armement. Cependant, une autre guerre secrète était également menée pour s'approprier les avancées scientifiques et les scientifiques nazis. Quiconque obtenait ces technologies héritées de la Seconde Guerre mondiale prendrait une avance considérable dans le progrès militaire et de la technique. Une lutte pour les technologies créées par les nazis a commencé entre les pays et les alliés de la Russie, de la France et du Royaume-Uni. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis était si préoccupé par l'apparition des appareils volants que le pilote américain Kenneth Arnold avait vu dans le ciel. Un document secret des archives du FBI indiquait que cela prouvait que la Russie avait obtenu la technologie allemande, y compris la production de disques volants et même leur construction. Les technologies allemandes ont tellement devancé les américaines que les Américains en sont arrivés à la conclusion: si les Russes ont réussi à obtenir des scientifiques ou des plans de cette arme secrète, cela signifie qu'ils sont désormais en avance. Et, comme il s'est avéré, les Américains avaient raison. Les Russes construisaient effectivement des soucoupes volantes. Andreas Epp, ingénieur d'Allemagne, connu pour sa contribution à la création du disque volant, a poursuivi son travail immédiatement après la guerre au sein de l'Union soviétique. Il a déménagé à Rostock, où des agents soviétiques, informés de ses talents, lui ont proposé un emploi. EPP, resté longtemps dans l'ombre, était heureux d'être reconnu comme un spécialiste précieux. En Union soviétique, il s'est concentré sur le système de contrôle pour la soucoupe volante soviétique, travaillant pour que l'appareil obéisse aux commandes.
Selon EP, l'appareil volant créé par les Russes était incroyablement maniable et conçu pour voler dans diverses conditions, ce qui était nécessaire compte tenu de la présence d'un moteur à réaction. De plus, il était requis que la soucoupe puisse voler dans des conditions polaires, car le chemin le plus court vers l'Amérique du Nord passait au-dessus du pôle Nord. L'Amérique, frappée de paranoïa, ne pouvait ignorer ce fait. Même à Hollywood, on pensait que les Russes tramaient quelque chose de sournois. Le pays qui maîtrisera les secrets des soucoupes volantes obtiendra le contrôle du ciel, et cela ne devait pas être la Russie. De nombreuses soucoupes ont été aperçues dans le nord-ouest des États-Unis, en particulier près des usines Boeing à Seattle, où des bombardiers américains étaient construits, ainsi qu'à la laboratoire nucléaire de Hanford dans l'État de Washington, où du plutonium était produit pour des bombes nucléaires. Ces observations se produisaient au-dessus de tous les sites stratégiques des États-Unis, et cette région était la plus proche du territoire de l'Union soviétique, où l'on s'attendait à l'apparition d'avions de reconnaissance. Les soucoupes ont commencé à apparaître partout, et aucune grande ville ou plateau de tournage ne pouvait échapper à leur présence. En réponse aux rumeurs croissantes sur les soucoupes volantes, le gouvernement a élaboré un plan pour les démentir. La première partie consistait à ce qu'un haut responsable militaire démente complètement l'existence des soucoupes. Parallèlement, il était prévu de lancer des rumeurs selon lesquelles les soucoupes étaient venues sur Terre depuis l'espace. Un moment important dans cette histoire s'est produit lors d'une conférence de presse au Pentagone en juillet 1952, tenue par le général-major John Samford, chef du renseignement de l'US Air Force. Sa tâche était de nier toute importance au rapport concernant des soucoupes volantes aperçues, en affirmant que l'information ne contenait aucun signe de menace pour la sécurité des États-Unis. Pour soutenir la théorie des envahisseurs extraterrestres, les militaires ont fait appel à l'auteur de récits de science-fiction, le major de réserve Donald Keough, qui a soutenu la position de Sanford. Lorsqu'on lui a posé des questions sur de nouveaux cas de rencontres avec des soucoupes volantes, Keough a répondu qu'il les considérait comme des objets d'origine extraterrestre. C'était un coup intelligent et simple qui amènerait les gens apercevant des soucoupes militaires à penser qu'elles venaient d'une autre planète. La presse a rapidement embrassé le thème des extraterrestres. Le magazine Life, qui avait fait de Marilyn Monroe une star, a également popularisé de nombreuses histoires de monstres venus de Mars. Le récit de Keough a servi de base au film La Terre contre les soucoupes volantes, réalisé par le légendaire animateur hollywoodien Ray Harryhausen. L'idée a été empruntée à son livre sur les soucoupes volantes. Selon les données disponibles, le gouvernement menait effectivement des expériences sur la création d'appareils volants en forme de disque, mais ces recherches restaient secrètes. De plus, le gouvernement entretenait des rumeurs selon lesquelles les soucoupes avaient une origine extraterrestre, ce qui permettait de détourner l'attention de ses propres développements. Le gouvernement manifestait un intérêt considérable pour les rumeurs concernant les soucoupes volantes, et le producteur du film, Charles Schneer, rendait compte directement à des fonctionnaires de haut rang. Une fois le scénario écrit, il lui a été retiré et apparemment, Child l'a immédiatement transmis à la direction et à divers spécialistes dans le domaine des technologies spatiales. Pendant qu'Amérique scrutait le ciel avec étonnement, les soi-disant hommes en noir cherchaient la vérité beaucoup plus près du sol. Ils avaient besoin de leur propre soucoupe volante. À l'instar des Russes, ils tentaient de retrouver des scientifiques ayant travaillé pour les nazis. Dans certains cas, les Américains ont tout de même réussi. Ils ont capturé Werner von Braun, le principal concepteur des nazis, et en ont fait une partie inestimable de la machine militaire américaine. En conséquence, ils ont acquis une part significative des technologies et de la production des fusées V2. Avec enthousiasme, mais sans grande maîtrise, les Américains prenaient conscience qu'il leur manquait des soucoupes volantes allemandes dans leur arsenal. Cela préoccupait l'US Air Force, car les Russes avaient pris de l'avance. Les Américains avaient besoin de leurs propres soucoupes pour égaliser les scores. En 1957, la chance leur a souri. Dans cette affaire, le spécialiste allemand des soucoupes volantes,
Andreas Epp, qui vivait alors en République démocratique allemande, était de nouveau impliqué. À un moment donné, il a disparu de la vie en RDA, peut-être à cause d'un divorce, et s'est retrouvé à l'ouest. Il a franchi la frontière, a avoué avoir espionné pour l'Union soviétique et souhaitait maintenant tout raconter aux Américains. Les Américains l'ont immédiatement arrêté et ont commencé les interrogatoires. En prison, Epp a commencé à noter et à dessiner de mémoire tout ce qu'il avait fait pour l'Union soviétique. Il a révélé le plan des Russes concernant l'utilisation des soucoupes volantes et leur utilisation présumée. Avec l'aide de l'EP et d'autres scientifiques, les Américains se sont sérieusement engagés dans la création de disques volants. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, presque toutes les grandes usines de l'industrie aérospatiale, y compris Boeing, Convair, Lockheed et North American, développaient des aéronefs en forme de disque pour divers objectifs. La filiale californienne de Lockheed, la plus ancienne entreprise où de nombreuses innovations ont vu le jour, travaillait également sur la création de soucoupes volantes pour l'armée de l'air des États-Unis. Tous les discolettes avaient un moteur central, décollaient verticalement, puis passaient à un vol horizontal atteignant des vitesses élevées et pouvaient dévoler à une altitude de plus de 30 km. Pour l'époque, c'était une technologie de pointe. Les ingénieurs de Lockheed travaillaient sur la conception de l'appareil, au centre duquel se trouvait un moteur à réaction, faisant tourner un rotor qui créait l'effet de Kunda. Une fois dans les airs, l'appareil changeait d'inclinaison et passait à un vol horizontal à des vitesses supersoniques. Cependant, Lockheed n'était pas le seul fabricant à développer cette nouvelle technologie. Dans les années 1950 et 1960, Convair était l'une des plus grandes entreprises aéronautiques. Comme Lockheed, Convair avait un projet secret et leur représentant public était l'acteur hollywoodien James Stewart. À cette époque, l'ingénieur senior de Convair, Bob Widmer, qui était l'un des principaux développeurs du chasseur BR-58 Husly Tijai, travaillait sur la création d'un avion qui, au début des années 1960, deviendrait le plus rapide sur Terre, atteignant une vitesse de 2 Mach, soit 2 fois la vitesse du son. Cependant, Rob Pidmar ne s'occupait pas seulement des chasseurs conventionnels. À la fin des années 1950, il avait été chargé de créer un avion invisible qui devait rester indétectable par les radars sur 360 degrés. À cette époque, les installations radars en Russie commençaient à se connecter en réseau et la seule solution était de créer un appareil en forme de disque. Le radar renvoie des signaux tandis qu'un objet en forme de disque ou soucoupe volante renvoie des impulsions dispersées et incompréhensibles. Les perspectives de création d'avions invisibles au radar ont suscité d'énormes émois dans les hautes sphères militaires. Un jour, des personnes mystérieuses sont venues voir Bob. Il se souvient, quand ils sont venus me voir pour la première fois, je ne savais même pas qui ils étaient. Personne ne m'a dit qu'ils venaient de la CIA. Voici nos jetons. On m'a fait membre du club. Je ne savais pas qu'ils venaient de la CIA. Il est rapidement devenu clair que le projet était terriblement secret. En réalité, la CIA agissait beaucoup plus discrètement que d'habitude, car elle luttait non seulement contre les ennemis de l'État, mais aussi contre des unités secrètes de la BBC des États-Unis pour le droit de créer des avions espions. Bob, à sa contre-cœur, acceptait de participer au projet de création d'un véhicule aérien en forme de disque, invisible au radar. Je ne voudrais jamais accepter cela à nouveau. Vivre dans une telle atmosphère, jamais. Je ne pouvais communiquer avec personne, sauf un cercle restreint de personnes dans des lieux établis. Le projet était si classé que personne ne devait connaître son existence. C'était ce qu'on appelait un projet noir, dont l'existence était complètement niée. Je vivais dans une obscurité absolue. Le projet de Bob n'a jamais été déclassifié. Tous ces enregistrements et dessins ont été saisis. Eh bien, c'est une fin appropriée pour notre histoire. Ou ce n'est pas encore la fin. Pendant que la CIA maintenait Bob et son projet dans l'obscurité totale, un autre aéronef est apparu au grand jour.
En 1961, le monde a été présenté à la première, selon ses créateurs, véritable soucoupe volante. Elle a été inventée par John Frost. L'armée des États-Unis avait besoin d'un appareil capable de voler près du sol en franchissant des barrages routiers et des rivières. Cependant, des problèmes sérieux sont survenus avec l'aérocar, comme s'en souvient un des ingénieurs de la soufflerie. Nous avons testé l'aérocar dans la soufflerie, mais il s'est avéré très instable. Si vous lancez un couvercle de casserole sur le sol, poignet vers le bas, il va rouler sur place. C'est exactement comme cela que se comportait l'Avrocar. En réalité, lorsque l'Avrocar a été présenté au public, le projet avait déjà été abandonné depuis longtemps. L'Avrocar n'était pas du tout une soucoupe volante. C'était le premier appareil à coussin d'air. Il n'était qu'un sous-produit d'un autre projet, beaucoup plus secret et ambitieux, qui avait un lien direct avec les soucoupes volantes. John Frost travaillait sur la création d'une énorme soucoupe volante supersonique à moteur à réaction sous le nom de code projet UAI-2 ou système d'armement 606A. Il était attendu que le nouvel aéronef fasse considérablement progresser l'aviation à l'ère des vols en disque. Des technologies allemandes étaient mises en œuvre ici. Frost était au courant des développements militaires des Allemands dans le domaine de la création de disques volants qui peut-être étaient à la base de tous les aéronefs observés à différents endroits de la planète. Presque simultanément, la CIA avait commencé à financer des travaux de recherche sur la conception d'une soucoupe volante qu'ils souhaitaient construire. Les militaires étaient enthousiasmés par l'idée proposée par Frost. Selon le projet, les caractéristiques techniques de la soucoupe volante lui permettaient de voler plus haut et plus vite que tout aéronef ou système d'armement. Les documents de la CIA ne précisaient pas clairement la signification de l'appareil, mais mentionnaient son utilisation possible en tant que machine de reconnaissance de combat. Le disque volant Avro était conçu avec des qualités de vol uniques qui lui permettraient de surmonter facilement tous les moyens de défense aérienne et de détruire des avions ennemis. Les militaires ont investi des sommes considérables dans le projet avec enthousiasme, et le groupe travaillant sur le projet spécial est devenu une communauté fermée, recevant un emplacement dédié sur le terrain d'essai. Le travail a commencé sur l'idée proposée par John Frost, qui s'est matérialisé dans un aéronef de forme discale idéale. Un des participants au projet, un ingénieur en chef, se souvient: je ne soupçonnais pas l'existence du groupe de projets spéciaux, car il était ultra secret. À l'entrée, il y avait toujours une sécurité, et pour accéder aux locaux où les travaux étaient effectués, des jetons avec des marques de couleurs spéciales étaient utilisés. L'ingénieur a commencé à travailler sur le projet 606A, une construction supersonique pour l'US Air Force. Cet appareil est devenu le projet le plus secret de l'histoire de l'aviation. Il représentait un aéronef discal plat, et Frost n'a jamais dévié de la forme qu'il avait imaginée, considérant le disque comme idéal pour le décollage vertical. Cependant, la fantastique soucoupe volante restait loin de la réalité. La construction utilisait l'effet Coanda et l'appareil avait 6 puissants moteurs à réaction aspirant l'air au-dessus du disque, ce qui lui conférait une portance et une maniabilité incroyables. Néanmoins, les essais de l'appareil et de ses moteurs se sont révélés complexes et dangereux. Rei Takeuchi a été désigné responsable de la création d'un modèle d'essai à grande échelle. Au début, le modèle avait une forme hexagonale, puis il a été équipé de matériel et de composants pour le 606A, y compris les pales des moteurs. Chaque nœud rotatif se composait d'un anneau supérieur et d'un anneau inférieur du compresseur à pales et d'un anneau central de pales de turbine. Les pales de turbine étaient alignées avec le canal d'échappement intégré dans la partie fixe de la structure. À chaque section était installé un moteur Armstrong Siddeley Viper servant de générateur de gaz pour le turbocompresseur central. C'était un aéronef à échelle réelle, construit à l'intérieur d'un bâtiment en béton dont le but était de tester les moteurs pour le futur système d'armement 606A. Ces disques devaient posséder des qualités de vol impressionnantes, car le moteur avait presque 10 mètres de diamètre. Avec un tel volume,
Il devait fournir une portance permettant de voler à une vitesse de 350 km à l'heure, selon les calculs. L'air entrant dans les compresseurs et passant par l'aile interne était évacué par un système de buse réglable. Le moment des essais était arrivé, lorsque l'équipe tentait de maintenir au sol l'avion supersonique le plus puissant de l'histoire de l'aviation. C'était une mission dangereuse. Pour des raisons de sécurité, la section rotative de l'appareil était fermée par une barrière en acier pendant les essais. Lorsque John Frost augmenta la puissance des moteurs, tout le personnel fut évacué du bâtiment en raison de la menace d'explosion. Rien que les réservoirs de carburant du disque auraient suffi à détruire tout le bâtiment. Le moment était terrible. Le moteur échappait à tout contrôle et menaçait de détruire l'ensemble du projet. Un des ingénieurs présents lors des essais entra dans le bâtiment et déconnecta le tuyau de carburant du moteur en marche, ce qui permit de l'arrêter progressivement. Cependant, la société Avro commença à rencontrer de graves problèmes. En 1959, le projet principal de création du chasseur supersonique, Arrow, fut soudainement arrêté et la société fit faillite. John Frost fut retiré de son propre projet. Le génie indépendant qui avait conçu pour Avro le disque volant quitta définitivement la société et déménagea avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Cependant, l'armée de l'air américaine resta insatisfaite. Elle avait toujours besoin d'un disque volant. Si Avro n'avait pas pu le construire, elle décida de le faire elle-même. Le disque volant supersonique Frost, comme de nombreux autres projets, disparut dans les entrailles de la machine militaire américaine. Les dernières nouvelles indiquaient que le projet 606A avait été transféré à la société Bell Aircraft à Fort Erie. Depuis lors, il ne restait que des rumeurs. Après la disparition du disque conçu par Frost, des rapports d'observation d'objets volants non identifiés continuèrent d'affluer. Beaucoup considéraient ces messages comme drôles et peu convaincants. Cependant, certains d'entre eux n'étaient pas le fruit d'une imagination malade. L'avion espion U-2, développé dans le cadre d'un projet secret de la CIA, est devenu un exemple classique de projet noir. Sa création a duré 8 ans dans une totale inconnue. Il serait resté un secret à ce jour, si un accident ne s'était pas produit en 1960. Le pilote de l'U-2, Gary Powers, a été abattu au-dessus de la Russie et a passé 2 ans en captivité avant d'être échangé contre un espion russe. Les archives de la CIA concernant le programme de création de l'U-2 témoignaient qu'environ 50% des ovnis observés dans le ciel étaient en réalité des avions U-2. Ces avions volaient à une altitude dépassant celle à laquelle, selon beaucoup, un avion ordinaire pouvait s'élever. Il n'est donc pas surprenant que les observations de ces objets suscitaient étonnement et peur. L'échec du projet U-2 a prouvé au moins une chose: les extraterrestres d'autres planètes étaient un excellent camouflage tant que votre avion secret ne s'écrasait pas ou ne tombait pas entre les mains de l'ennemi. Et si votre avion secret ressemble vraiment à une soucoupe volante, alors vous pouvez utiliser ce camouflage pendant de nombreuses années. Lorsque la soucoupe de Frost s'est dissoute dans l'obscurité absolue des archives secrètes, les ufologues américains ont uni leurs efforts. Lors d'une conférence de presse à Washington, organisée par un groupe privé et informel connu sous le nom de Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, le vieux débat avec l'armée de l'air a repris. Le comité est devenu le principal porte-parole de la théorie des soucoupes volantes extraterrestres. Il était dirigé par l'écrivain Fantaz, qui avait présenté pour la première fois l'idée des extraterrestres lors d'une conférence de presse en 1952. 14 ans plus tard, il continuait toujours sa chasse aux petits hommes verts. Le président du comité, le major de réserve Donald Keyhoe, insistait sur le fait que l'armée de l'air en savait plus qu'elle ne le disait. Il affirmait qu'un certain appareil, peut être piloté par des représentants d'une civilisation avancée, planait au-dessus d'eux. En réponse, les représentants de l'armée de l'air, convoqués à une audition au Congrès, ont de nouveau déclaré qu'ils ne cachaient rien. Le secrétaire de l'armée de l'air, Harold Brown, soulignait: « Nous ne cachons rien. » La situation semblait incroyablement simple.
Les ufologues accusaient les militaires de cacher la vérité sur une éventuelle invasion, tandis que les militaires le niaient. Personne ne pensait à une troisième possibilité, que les ovnis pouvaient être des objets militaires secrets. Heureusement pour le gouvernement, ces passionnés étaient très bien organisés. Ils croyaient en l'existence des ovnis, affirmant qu'ils venaient du profond espace et étaient pilotés par des êtres intelligents, bien qu'ils n'aient pas eu de lien avec la création de cette organisation. Le comité était dirigé par des figures d'ombre. Son conseil comprenait Roscoe Hyland-Cutter, le premier directeur de la CIA, et l'agent de la CIA Bernard Carvello. Le premier directeur du comité était Nicholas D. Roselvar du département de guerre psychologique de la CIA. Lorsque Kihu quitta son poste de président du comité, Joseph Bryan, également agent du département de guerre psychologique de la CIA, lui succéda. Et qu'en était-il de Kihu lui-même? Croyait-il aux extraterrestres ou était-il lié à des recherches militaires sur les technologies allemandes liées aux soucoupes volantes? La réponse à cette question pouvait être connue de l'ingénieur allemand et créateur de soucoupes volantes Andreas Epp, qui avait rejoint le camp des Américains. Dans une interview enregistrée en 1997, il donna une réponse surprenante. Dès le début, les Américains ont essayé de garder votre disque volant secret. Le major Kihu, qui servait au Pentagone dans le département des ovnis, apprit que l'Allemagne développait des soucoupes volantes. Alors que le mythe des extraterrestres commençait à gagner en popularité, il devint particulièrement répandu aux États-Unis, où Hollywood contribua à sa diffusion à travers des films tels que Plan 9 depuis l'espace profond. Le mythe des extraterrestres devint si influent qu'il engendra une véritable religion fondée sur l'idée de contact avec une intelligence cosmique. Dans ce contexte, l'un des leaders de ce groupe, le chef Yogi, affirmait être en contact direct avec des êtres extraterrestres. Amis, nous attendons le contact, disait-il à ses disciples. Puis, le 11 novembre 1987, le contact, selon certains, se produisit réellement. Tout commença lorsque l'homme d'affaires, Prosper Ed Walters, remarqua une lumière étrange au-dessus de son jardin. Il saisit son appareil photo et prit une photo qui devint la première d'une série d'objets aperçus dans le ciel au cours des années suivantes. Oh mon Dieu! Je le suis à travers l'objectif, se souvenait-il. Lorsque les images furent agrandies, on y découvrit quelque chose qui ressemblait de manière frappante à une soucoupe volante. Ces objets furent vus par des centaines de personnes, y compris des policiers et des prêtres, et certains d'entre eux affirmaient avoir vu les extraterrestres eux-mêmes. Cependant, une personne qui vit ces photos exprima un avis différent. Il était un expert dans son domaine et savait parfaitement de quoi il parlait. L'histoire se déplace dans la ville de Galbraith, en Floride, où, il y a 17 ans, la série d'apparitions d'ovnis la plus longue de l'histoire américaine fut observée. Des centaines de témoins étaient convaincus d'avoir observé des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre. Mais une personne, Boyd Bushman, était persuadé du contraire. Chaque fois que quelqu'un découvre quelque chose, cela ne signifie pas encore que cela existe réellement, affirmait-il. Bushman, qui a conçu des armes pendant 35 ans et développé un prototype de missile Stinger, travaillait chez Lockheed, le centre de développement des appareils militaires en forme de disque. Lui et son équipe réalisaient des expériences avec une source d'énergie totalement nouvelle. C'est juste 250 enroulements dans un fil. Nous avons pris les extrémités et appliqué une tension ordinaire, expliquait-il. Ce qui se produisit ensuite étonna tout le monde. Même maintenant, je ne comprends pas tout à fait comment cela fonctionne, avouait Bushman. Lorsqu'il vit des photographies de soucoupes volantes provenant de Galbraith, il se demanda si l'appareil n'utilisait pas sa technologie. Vous voyez, ça commence à fumer, disait-il en observant l'expérience. L'enroulement expérimental de fil se chauffait à une température élevée en seulement quelques secondes. Bushman pensait que cela expliquait la lueur blanche émanant de la partie inférieure des objets, qui, selon lui, étaient des avions sans pilote. Si l'on change la tension et les fréquences, un tel appareil pourrait tout à fait voler, et voler correctement, ajoutait-il. Bushman croyait que cela pouvait être un autre projet noir d'une des organisations militaires secrètes. Je pense que c'est juste une autre division de notre organisation.
Il est tout à fait possible que nos gens y travaillent, disait-il en faisant référence à de nombreux sites classés qu'il avait eu l'occasion de rencontrer. Ma découverte n'est pas le fruit du hasard. Ils auraient tout à fait pu faire la même chose que moi, puis développer cette technologie et effectuer des tests dans cette région, poursuivait Bushman. Il soulignait que les services secrets avaient toujours agi discrètement et étaient capables de beaucoup de choses. Dans les années 1970, les observations d'OVNI devenaient particulièrement fréquentes, mais avec une différence. De nombreux appareils avaient une forme triangulaire plutôt que ronde. Les rumeurs parmi les témoins s'enflammaient comme un feu, mais ensuite, Boyd Bushman entra en scène, prêt à partager ses connaissances et son expérience. Jim Goodall, actuellement conservateur du musée de l'aviation à Seattle, se consacre à un hobby passionnant pendant son temps libre. Il se rend souvent dans les bois quand le temps le permet et au cours des 15 dernières années, il a visité ces lieux environ 80 fois. Son objectif, des bases aériennes militaires secrètes, où il photographie des aéronefs liés à des projets noirs. Pour rester discret, Jim utilise une voiture de couleur neutre et la couvre d'un filet de camouflage pour se protéger des appareils infrarouges. Par-dessus, il ajoute quelques branches et ainsi sa voiture devient pratiquement invisible. En 1986, Jim a pris une photo d'un aéronef que les militaires gardaient secret depuis plus de 10 ans. Il se souvient: voici l'appareil qui était avec moi. J'ai entendu quelque chose décoller. Un T-38 puis un F-117 a volé au-dessus de ma tête. Ce chasseur, connu sous le nom de Stealth, a volé tranquillement dans le ciel américain pendant plus de 10 ans, tandis que les témoins attribuaient tout cela à des extraterrestres. Jim a pris 36 clichés sur pellicule, dont 2 se sont révélés flous. Il avoue qu'il tremblait d'excitation, car c'était un moment incroyable de sa vie. Mais la principale prise, c'est une photo nette. Cette photographie a révélé le mystère des ovnis triangulaires. Si l'on regarde le F-117 de face, il ressemble à une soucoupe volante. Si tu ne sais pas ce que c'est, mais qu'il se déplace dans les airs, cela devient automatiquement un objet volant non identifié. Bien que les observations d'ovnis triangulaires aient cessé, les soucoupes volantes rondes continuaient de stimuler l'imagination des témoins. Il y a seulement un mois, les forces aériennes mexicaines ont publié des images prises par des pilotes utilisant une caméra infrarouge. La vidéo montrait 11 objets, mais sur le radar, seuls 3 ont été détectés. La question de savoir si de véritables extraterrestres sont arrivés ou si ces soucoupes volantes étaient liées à des unités secrètes américaines reste ouverte. Jim se souvient de son bon ami Ben Rich, qui a remplacé Kelly Johnson chez Lockheed Skunk Works. 10 jours avant sa mort, Ben lui a dit: Jim, il y a quelque chose dans le désert que tu ne peux pas imaginer. Environ 450 personnes travaillaient chez Lockheed Skunk Works. Que faisait-il là-bas ces 20 dernières années? Il construisait clairement quelque chose, réfléchit Jim. À ce moment-là, il se tourne vers son fils. Papa, as-tu vu quelque chose là-bas? À quoi son fils répond: Fiston, arrête avec ces histoires de soucoupes volantes.